Bonjour à tous, bonjour tout le monde, merci d'être présent. Alors, regardez un peu le titre. Ah ben oui, vous le voyez pas, excusez-moi, oui, il faut bien que je me retourne, voilà. Et oui, vous avez compris, je pense que beaucoup d'entre vous attendaient un petit peu ce moment. Nous allons parler de Louis XIV aujourd'hui, du roi Louis XIV. Alors la vidéo paraîtra un peu plus tard parce qu'elle va être assez longue. Et déjà que même une vidéo de moins de 30 minutes, ça met 2-3 heures pour être mise en ligne, si ce n'est pas plus. Et oui, évidemment, j'ai pas du matériel de première qualité. Enfin, bon. J'espère que vous allez bien, mes amis. Moi, tout va bien. C'est le lendemain des fêtes de Pâques pour les chrétiens. Pour moi, c'est un jour férié, tout simplement. Alors, n'oubliez pas, chers amis, de vous abonner, de liker, partager, de commenter cette vidéo et même commenter le contenu de la chaîne, hein. Pourquoi pas faire part de vos remarques, de vos questions peut-être. J'attends toujours vos commentaires, mais bon, ma foi, j'en ai quelques-uns, mais allez-y, lâchez-vous, hein, si je peux me permettre. Et puis n'oubliez pas de mettre un pouce, c'est très important, et surtout activez la clochette si vous souhaitez que les vidéos apparaissent avant tout le monde sur vos favoris. Voilà, j'en ai fait le tour. Nous allons parler aujourd'hui de Louis XIV. Alors, c'est un roi pivot. J'allais te dire un roi pivot, mais Raymond, qu'est-ce que tu racontes là? Tous ces rois dont tu nous as parlé alors? Oui, ben justement, jusqu'à Louis XIII, vous voyez, jusqu'à son père, le roi Louis XIII, les rois étaient assez aimés du peuple, généralement. Bon, ils étaient aimés, et à leur mort, ils étaient pleurés. Pas par tout le peuple, bien sûr, mais par une grande partie du peuple. Beaucoup pleuraient le monarque, le roi qui était mort, quoi. Mais là, Louis XIV, c'est une autre affaire. C'est une autre histoire. Alors, c'est un grand roi, un très grand roi, peut-être même, je dirais, à certains égards, au niveau des arts, de la musique, de la peinture, de l'architecture, c'était peut-être à mon goût, je peux me tromper, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, c'était le plus grand. Mais, ou alors, en tout cas, l'un des plus grands. En tout cas, pour moi, c'est le plus grand. Alors, évidemment, c'est pas pour rien on le surnommait le roi soleil. Mais il y avait des conséquences, lesquelles, ben, c'est que à sa mort, le peuple ne le pleurait pas. Au contraire, il ricanait à travers, quand le convoi funéraire traversait Paris. Il se moquait de lui. Ah oui, il le craignait de son vivant, bien sûr, évidemment, hein. De son vivant, Louis XIV était un roi de poigne, on va dire, hein. Il avait fait de son royaume, le royaume de France, hein, un royaume fort, respecté à travers le monde occidental et même oriental d'ailleurs, hein, au passage. C'était un roi très respecté, mais bon, il y avait des conséquences, c'est que le peuple n'était pas, le moins qu'on puisse dire, sa priorité d'ailleurs, ainsi que Louis XV, et l'erreur de Louis XVI, eh bien, c'est d'avoir poursuivi, malgré sa bonté, et les conséquences qui en découleront, mais ça, on en parlera plus tard, le roi Louis XVI en paiera les conséquences. Et c'est à la fois le roi Louis XIV, l'apogée et le déclin de la monarchie française. Pourquoi le déclin? Parce que c'est à partir de là que bon, les caisses de l'État, enfin du royaume plutôt, se sont vidées à vitesse grand V, hein. Les travaux de Mitterrand, du président Mitterrand, à côté, c'était de la bagatelle, hein. Et puis, on va pas comparer le château de Versailles à la pyramide du Louvre, hein. Pardonnez-moi, mais c'est une autre histoire là. Mais les arts que Louis XIV a développés, la musique, hein, vous allez voir, on va en parler avec notamment le maître de l'époque, Jean-Baptiste Lully, hein, un Italien, hein, je le rappelle, qui a été fait français par le roi Louis XIV, en fait. C'est un musicien, pardon, Jean-Baptiste Lully, qui, à travers les siècles et encore de nos jours, pour ceux qui sont mélomanes, les vrais, hein, les vrais mélomanes, pas ceux qui écoutent les musiques un peu tam-tam, là, hein, non, non, pas ça. Je parle des musiques classiques, baroques et autres. Ils verront ils voient déjà que le Jean-Baptiste Lully n'est pas démodé, si je peux me permettre. Alors, je vais commencer tout de suite, parce que c'est assez long. Je ne le cache pas, hein, c'est assez long. Voilà, donc nous nous plongeons dans le contenu de ce que nous allons voir ce matin. Alors, Louis XIV, surnommé le Grand,
où le roi Soleil a été roi de France de 1643 à 1715. Au cours de son long règne, d'une durée de 54 ans, le plus célèbre des Bourbons mène de nombreuses et coûteuses guerres à travers l'Europe. Et oui, tout en modernisant l'administration et en intervenant dans le développement économique du royaume. Ayant choisi le soleil comme emblème, Louis XIV a porté à son apogée l'absolutisme royal dans une France qui rayonne sur l'Europe, y compris dans les domaines des arts et des lettres, et son palais de Versailles devient le symbole de sa gloire et de la grandeur de la France. Lorsque le roi décède à l'âge de 77 ans, c'est son arrière-petit-fils Louis XV qui lui succède. Alors, nous allons voir tout d'abord Louis XIV, enfant roi, émergence d'un règne, la monarchie dans la tourmente, les débuts du règne de Louis XIV, Louis XIV le Grand, la guerre de 9 ans, la succession d'Espagne, le crépuscule du roi Soleil, et oui, la mort de Louis XIV, le siècle de Louis XIV. Mais tout ça, on va pas le voir comme ça, sinon on n'en finirait pas. Vous voyez, si je commence à... Bon oui. Louis XIV, enfant roi, émergence d'un règne. Ah ben si. Alors, le 5 septembre 1638, après 23 ans de mariage infructueux, la reine Anne d'Autriche donne naissance à un fils, Louis Dieudonné, surnommé l'enfant du miracle. Miracle à la fois politique, signe d'espoir dans une conjoncture d'une rare gravité, et miracle dynastique, fruit d'une union depuis longtemps dénuée d'amour et ternie de sombres ressentiments. C'est un fait, les parents du futur roi Louis XIV ne s'aiment guère. Louis XIII vieillit bien avant l'heure par la maladie, reproche à sa femme d'être restée espagnole de cœur et de s'opposer à la politique. Quoi? Guerre? Je comprends pas. À la politique de guerre, donc Louis XIII vieillit... Non, oh là là... à la politique de son principal ministre, le cardinal de Richelieu. Oui, c'est vrai qu'Anne d'Autriche n'était pas très enclin à ce cardinal. Bon, Anne d'Autriche, qui s'est toujours sentie isolée et méprisée à la cour de France, est en effet un des principaux adversaires du cardinal et n'apprécie pas la compagnie d'un mari qui n'aura jamais su exprimer ses sentiments. Voilà. C'est alors que le miracle opère, le dauphin naît, cette reine jusque-là plus espagnole que française, plus opposante que femme d'État, va pour amour pour son fils devenir l'un des plus fervents soutiens de la monarchie française et de l'absolutisme naissant. Anne d'Autriche, non dénuée de sens politique, a bien compris que son fils représente à lui seul un espoir de stabilité pour le royaume. Protéger son fils alors que on sait que son père de santé fragile, c'est aussi se protéger elle-même et son futur statut de régente. Alors que le long règne de Louis XIII touche à sa fin, alors que les anciens opposants de Richelieu reviennent peu à peu à la cour, le jeune Louis Dieudonné vit ses premières années souvent effrayé par son père qui en conçoit une grande colère. Le petit dauphin entretient par contre une relation fusionnelle avec sa mère. Il faut dire qu'elle prend grand soin de lui et ne manque pas une occasion de lui inculquer de solides valeurs morales. Anne, digne héritière de son aïeul Charles Quint, nourrit cependant de grandes ambitions pour son fils, qu'elle entrevoit déjà comme un souverain à l'autorité sans partage. Le jeune Louis apprend donc très vite à situer son rang et à mépriser ceux qui pourraient le contester. La reine, qui fut en son temps l'alliée de ses grands
si jaloux de l'autorité des monarques, est devenu pour son fils leur pire ennemi. Cette conception autoritaire et centralisatrice de la monarchie ne peut que convenir au petit Louis, qui fait preuve d'un certain orgueil. Néanmoins, on dit de lui que c'est un enfant gracieux, sérieux, dit-on parfois trop sérieux, à même de se maîtriser. Il entretient une relation sereine avec son frère cadet, Philippe, futur duc d'Orléans. Oui, qui sera le régent. Non, c'est pas lui qui sera le régent à sa mort, non. La régence d'Anne d'Autriche, donc, le 14 mai 1543, Louis XIII, ce père qui effraie tant son fils, finit par mourir au terme d'une longue agonie. Le roi est mort, vive le roi! Pour tous les opposants de la politique de Richelieu, il semble que l'heure soit à la revanche. Grande va être leur déception. Anne d'Autriche, devenue régente, va poursuivre à sa manière la politique de son défunt mari et du cardinal. Après avoir manœuvré en souplesse auprès du Parlement, autrefois rabaissé par Richelieu, Anne a nommé pour principal ministre Jules Mazarin. C'est le début d'un couple politique marquant de l'histoire de France. Jules et Anne ont de nombreux points communs, et notamment celui d'être tous deux des étrangers de naissance. Et oui, cardinal Mazarin, c'est un Italien aussi. Un Italien. L'avenir du royaume de France est ainsi entre les mains d'une Espagnole et d'un Italien qui partagent la même ambition, protéger et maintenir l'autorité du jeune Louis XIV. S'ils ne furent certainement pas amants, on aurait tort de sous-estimer la puissance du code moral et religieux de la reine. Anne d'Autriche et Mazarin se complètent admirablement. À la volonté et l'impétuosité de la régente, Mazarin apporte sa subtilité et ses talents de diplomate. Je crois que c'est lui. Voilà, le cardinal Mazarin. Alors, les débuts de la Régence apparaissent aux yeux de nombreux Français comme une période bénie. 5 jours après la mort du roi, les troupes françaises menées par le duc d'Enghien, Louis II de Condé, ont remporté une victoire éclatante sur les Espagnols à la bataille de Rocroi. La bataille de Rocroi, oui. Le royaume est désormais à l'abri d'une invasion. À l'atmosphère de complot, de suspicion et de répression des armées, Richelieu succède Richelieu succède donc un air de liberté. Les grands croient sincèrement leur heure venue et espèrent un retour à une monarchie équilibrée, où le monarque partagerait de fait son autorité avec la noblesse. Mais non, justement, il ne leur faudra pas longtemps pour comprendre que l'agenda politique d'Anne d'Autriche est à l'opposé de leur vue. Bientôt, les premières conspirations à l'encontre de la régente et du cardinal débutent. Mazarin, que beaucoup considéraient comme un faible, n'hésite pas à réprimer ses agitations et pendant un temps, le calme semble revenu. Pourtant, la situation du royaume n'augure rien de bon. La guerre continue à engloutir des sommes considérables. La pression fiscale épuise les campagnes qui souvent se révoltent. L'endettement et la corruption se généralisent. Bon, alors je vais mettre ça comme ça parce que sinon... Il faut dire que la France d'alors est encore une société clientéliste où le monarque ne dispose pas d'une véritable administration, que ce soit pour la collecte des impôts, l'entretien des infrastructures, la conduite de la guerre. Il doit recourir soit à la grande noblesse, soit à des titulaires d'office qui font souvent passer leur propre intérêt avant celui du roi. D'autre part, la faiblesse structurelle du système fiscal d'Ancien Régime favorise la spéculation et l'émergence de gens de finance au pouvoir redoutable. Un royaume divisé, donc sur le plan social et politique, le royaume de France est donc divisé, fragmenté.
Les grands s'appuient sur leur clientèle, qu'elle-même mène se constituent des clientèles de nobles de moindre rang aux loyautés changeantes. Parallèlement, les titulaires d'office et les membres de parlement jouent leur propre partition politique parfois bien chaotique. Enfin, le peuple fort divers des bourgeois de Paris aux paysans du Cantal rallie diverses factions au gré des émotions populaires, émeutes, révoltes. Néanmoins, tous partagent confusément cette volonté de ramener le royaume dans le droit chemin, soit celui d'une monarchie tempérée par les corps intermédiaires, dénués de pression fiscale permanente. Ce premier libéralisme, opposé à la monarchie absolue naissante, rêve du retour à un âge d'or qui finalement n'aura jamais existé. Entre ce rêve et le renforcement de la monarchie des Bourbons, il y a une contradiction qui ne pourra être résolue que par l'affrontement. Mais le jeune roi est à mille lieues de ses considérations politiques, élevé comme le veut la coutume par des femmes jusqu'à 7 ans. Il entre ensuite dans le monde des hommes. Son éducation a été confiée à Mazarin. Cette éducation sera soignée, solide. Louis apprend le latin, la morale, mais aussi l'histoire, les mathématiques et l'italien. Cependant, l'enfant roi n'est pas un élève studieux et il préfère de beaucoup d'autres activités. Ouais. Tout comme son père, il est d'abord un passionné d'exercices physiques, chasse, équitation, escrime et jeux guerriers rythment son quotidien. Mais c'est aussi un garçon doté d'une grande sensibilité artistique. S'il ne brille pas à la guitare ou au latin, il est par contre un excellent danseur. Le roi danse encore et toujours, nourrissant un amour sans borne pour l'art du ballet. C'est vrai que c'était un excellent danseur, mais aussi avec un regard artistique très aiguisé et très pointu. La Fronde est à l'origine du projet du roi Soleil. L'enfance insouciante de ce roi de danse ne va guère durer. C'est un tout autre genre de ballet qui va devoir se livrer, la Fronde. Cette révolte qui couve depuis des années est sur le point d'exploser. Cet événement que Jean-Christophe Petit-Fils qualifie de plus grande catastrophe politique française du XVIIe siècle va avoir un impact considérable sur la maturation politique de Louis XIV. Comprendre la Fronde, c'est comprendre le projet du roi Soleil. La Fronde, ce nom évoque d'abord un jeu d'enfant, une occupation puérile et frivole. Frivole, elle l'est, et il faut bien constater qu'elle n'offre pas d'idées directrices de lignes claires. Il n'y a d'ailleurs pas une fronde, mais des frondes. Ces mouvements typiques de l'âge baroque offrent un spectacle chaotique où les brouilleries et les passions comptent tout autant que les calculs politiques. Ce n'est pas la répétition générale de la Révolution de 1789, mais bien le dernier acte d'une pièce médiévale. On l'a vu, la ligne politique d'Anne d'Autriche et de Mazarin va à l'encontre des volontés de différents acteurs de la société d'Ancien Régime. Si les grands, la noblesse seconde ou les parlements ont souvent des intérêts divergents, ils peuvent se retrouver dans leur opposition à l'absolutisme naissant. À cette opposition intérieure se conjugue la pression engendrée par la guerre et habilement alimentée par l'Espagne. Tiens, la Fronde, voilà. Au début de l'année 1648, Paris est en effervescence. Le Parlement et la bourgeoisie de la ville sont excédés par les manœuvres de Mazarin. Le cardinal, ministre soucieux de renflouer les caisses royales, multiplie
la vente de nouveaux offices, ce qui dévalue d'autant la valeur de 2 détenus par les parlementaires. D'autre part, il accroît la pression fiscale à l'encontre des parlementaires et des bourgeois parisiens qui jusque-là payaient peu d'impôts. Ah oui, évidemment. Mais quand les bourgeois payeront moins d'impôts, ben voilà, hein, on sait ce que ça va donner. Résultat, le Parlement refuse d'enregistrer plusieurs édits fiscaux et entend mener une épreuve de force face à Mazarin. La régente, qui s'est sentie personnellement humiliée, doit cependant accepter d'importantes concessions afin d'éviter une révolte de Paris. En avril, les cours souverains se sentiront même assez fortes pour imposer à la monarchie une charte de 27 articles qui érige le Parlement en contre-pouvoir légal. La régente et Mazarin semblent avoir perdu la partie, mais n'ont en réalité que cherché à gagner du temps. Le 21 août, Louis II de Condé a remporté une nouvelle victoire contre les Espagnols à Lens. Son armée est donc libre pour mater une éventuelle rébellion. Mazarin profite des célébrations de cette victoire pour faire arrêter plusieurs meneurs de la fronde parlementaire. Ces arrestations provoquent immédiatement de graves émeutes et la ville se hérisse de centaines de barricades. La régente, qui a d'abord dû faire profil bas, comprend que la famille royale est à la merci des émeutiers, qui sont le bras armé du Parlement début septembre. Donc elle fait quitter Paris à ses enfants et à Mazarin, puis les rejoint tout en rappelant les troupes de Condé vers la capitale. À cette nouvelle, Paris se soulève une fois de plus et Anne d'Autriche, qui souhaite éviter une guerre civile, confie à Condé la mission de négocier avec les rebelles. Un accord est finalement conclu. Mazarin et la régente ont dû faire mine une fois de plus de capituler face aux exigences parlementaires. Le petit roi, qui n'a que 10 ans, n'appréhende peut-être pas toute la complexité de la situation, mais il comprend 2 choses. 1. Les parlementaires sont un obstacle au bon fonctionnement de la monarchie. 2. Le prince de Condé a largement profité de la crise. Ce prince ambitieux, l'un des meilleurs généraux de son temps, a d'ailleurs que du mépris pour le jeune roi. Condé se verrait bien en lieutenant général du royaume, en tout cas pour le moment. Il se sait indispensable à la régente. La monarchie dans la tourmente. L'accord entre le Parlement et la monarchie, dit accord de Saint-Germain, était voué à voler en éclats. Les troupes de Condé, des mercenaires allemands en réalité, restent cantonnées en Île-de-France, et la reine ne songe qu'à fuir à nouveau. Anne d'Autriche, qui a d'abord entériné la stratégie conciliatrice et tortueuse de Mazarin, est arrivée à la conclusion que seule une épreuve de force pourra sauver l'autorité qu'elle entend léguer à son fils. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, la famille royale quitte Paris dans le plus grand secret pour Saint-Germain-en-Laye, tandis que le Parlement condamne Mazarin au bannissement. Les troupes de Condé assiègent la capitale. Face à lui, les rebelles ont confié le commandement à son propre frère, le prince de Conti. Conti n'est d'ailleurs pas le seul grand sur lequel les rebelles peuvent compter. Outre sa sœur, la duchesse de Longueville, on retrouve aux côtés des frondeurs les ducs d'Elbeuf, de Beaufort, le prince de Marsillac, bref, l'élite de la noblesse de la France. Quoi qu'il en soit, Condé garde l'initiative et défait toutes les tentatives des rebelles pour briser le siège. Même les troupes du vicomte de Turenne, alors à la tête de la meilleure armée française, passée pour un temps du côté de la Fronde, sont défaites, leur loyauté ayant été rachetée à prix d'or
par Mazarin. Voilà le vicomte de Turenne. Le cardinal pense néanmoins qu'il ne faut pas que le conflit ne se poursuive trop longtemps. Il sait que les frondeurs jouissent du soutien de l'Espagne et que la France ne peut se permettre le luxe d'une guerre civile. D'autre part, les nouvelles en provenance d'Angleterre, à savoir l'exécution du roi Charles Ier, oui, par Cromwell. Hein. Bon, on va pas reparler de la Révolution anglaise. Hein. L'encourage à chercher une solution négociée. Ainsi, une fois de plus, un compromis boiteux, la paix de Saint-Germain, est signé le 1er avril 1649. Si que oui, bon. Alors je disais quoi que d'autre part les nouvelles en provenance d'Angleterre, je me relis un peu parce que j'ai fait une coupure qui n'est pas très élégante. D'autre part, les nouvelles en provenance d'Angleterre, à savoir l'exécution du roi Charles Ier, l'encourage à chercher une solution négociée. Oui, l'Angleterre était devenue révolutionnaire, mais bien que le trône sera remis en place en Angleterre, comme vous le savez. Ce n'est pas le cas de la France. Hein. Enfin, il y a eu deux, trois tentatives, mais bon. Condé contre Mazarin. Un échange de l'annulation de l'arrêt de bannissement de Mazarin. Les rebelles ont tous été amnistiés et sont donc libres de reprendre leur complot. Seul Condé sort renforcé de cette crise qui a fait de lui le plus puissant prince de France, une puissance dont il entend bien jouir et sans entrave. Il se pose donc en rival de Mazarin qu'Anne d'Autriche se refuse